La Terre, notre planète, le seul endroit de l'univers, à notre connaissance, à abriter la vie. Mais des formes de vie venues de l'espace nous auraient-elles déjà rendu visite? Auraient-elles même enlevé des membres de l'espèce humaine? Selon un scénario qui relève à première vue de la science-fiction, la planète Terre a-t-elle déjà été le théâtre d'une rencontre avec un extraterrestre? Ces histoires d'extraterrestres font partie de notre culture. Tous les ans, aux États-Unis, sont signalés des milliers d'ovnis, objets volants non identifiés. Certaines personnes ayant même déclaré avoir été enlevées. Je suis une personne tout à fait normale, qui a vécu tout au long de sa vie des expériences assez extraordinaires et bizarres. Si des causes naturelles ou même des activités militaires suffisent à expliquer la plupart des signalements d'ovnis, certaines énigmes continuent de nous interroger. C'est évident. Ce n'étaient pas des ballons, ni un avion, ni des hélicoptères, ni des fusées éclairantes. Des gens ont bel et bien vu un vaisseau spatial de 2 à 3 km de large. Pour les sceptiques, ces figures vues ou rencontrées naîtraient dans notre imagination, peut-être influencées par les films de science-fiction et la culture populaire. Supposons que vous rêviez d'un extraterrestre. À quoi va-t-il ressembler? À celui dont moi aussi je rêverais, celui que nous avons tous les deux vu à la télévision. Pourtant, des scientifiques respectés admettent la possibilité de véritables extraterrestres voyageant dans le cosmos pour venir visiter la Terre. Aucune loi physique n'interdit de penser qu'une civilisation peut-être d'1 million d'années plus évoluée que la nôtre puisse atteindre la Terre. À de nombreuses occasions au cours de notre histoire, les extraterrestres auraient même, dit-on, laissé des preuves incontestables de leur passage, objets et messages qui vont des pyramides au cercle de culture. J'ai vu des objets et des lumières étranges que je ne saurais expliquer. Ils étaient sans nul doute régis par une intelligence. Ceux qui sont sceptiques, je les invite à prendre connaissance des phénomènes observés. D'étranges phénomènes surviennent sur lesquels il faudrait enquêter. En 1995, Lynn Kai-Tai aperçoit des lumières inexplicables près de chez elle, au-dessus des montagnes, juste au nord de Phoenix, en Arizona. Elle a sur elle un appareil photo. Je me suis concentrée sur ce globe qui disparaissait. Il ne bougeait pas. Il s'est lentement estompé. C'était comme s'il était encore là une fois disparu. Et j'ai été frappée par le silence angoissant qui régnait, comme si le temps s'était arrêté. C'était extraordinaire et très étrange. 2 jours plus tard, le 13 mars 1997, Lynn Kai-Tai partage cette fois, avec des milliers d'autres témoins, une expérience exceptionnelle. Des milliers de personnes d'un bout à l'autre de l'Arizona scrutaient le ciel étoilé pour y surprendre la comète de Hale-Bopp, quand un triangle de 2 à 3 km de large a traversé l'État. Il a emprunté le corridor le plus peuplé de l'Arizona dans un silence absolu. C'était un gigantesque défilé. Compte tenu du grand nombre de témoins oculaires, on hésitera à récuser sans autre forme de procès le phénomène dit des lumières de Phoenix. Après une brève enquête, l'armée révélera que ces lumières provenaient de fusées éclairantes larguées par une escadrille d'avions volant en V. Malgré tout, certains témoins maintiendront que ces lueurs venaient d'un autre monde. Depuis plus de 23 ans, l'artificier Paul Mann manipule des fusées éclairantes. Une mise en scène pareille lui semble bien difficile à réaliser. On aurait du mal, je pense, à confondre une fusée avec ce qu'on a l'habitude de considérer comme un ovni. À défaut de larguer des fusées éclairantes depuis un chasseur, Paul croit pouvoir expliquer ce qui distingue ces fusées des lumières de Phoenix. On a ici des fusées éclairantes qui montent jusqu'à une centaine de mètres en brûlant constamment, mais vous verrez qu'elles étincellent légèrement. N'importe qui saurait que c'est une fusée et non un vaisseau spatial.
On a là une lumière rouge scintillante, une importante traînée de fumée. Le point lumineux permet de reconnaître une fusée sans confusion possible. Et puis elle retombe par terre, elle ne reste pas suspendue là-haut pendant des heures. Un feu d'artifice qui aurait duré aussi longtemps que ce qu'on dit des lumières de Phénix aurait relevé du prodige. Et faire tenir des pièces dans le ciel est encore une autre paire de manches. Je sais ce que j'ai vu, au même titre que des centaines d'autres gens. Il ne s'agissait certainement pas de fusées éclairantes, dont les caractéristiques ne se confondent pas avec ces globes qui n'émettaient pas de fumée. C'était comme des boules, des globes faits d'une roche solide. Mais les images parlent d'elles-mêmes. L'explication des lumières de Phénix par la présence de fusées éclairantes dans le ciel paraît donc à certains assez improbable. Nous sommes tous de mauvais témoins oculaires. C'est très difficile d'apprécier la taille et la vitesse d'objets en mouvement dans le ciel, surtout la nuit ou au crépuscule. Depuis plus de 10 ans, le docteur Michael Shermer étudie les phénomènes paranormaux. C'est non seulement la nature des preuves qu'il met en doute, mais aussi la fiabilité des témoignages humains. Quand quelqu'un parle d'une largeur de 200 mètres, comment le sait-il ? Est-ce que l'objet avait une taille comparable à celle d'un objet connu? On pourrait alors comparer leurs proportions. Non, en réalité, ce sont des estimations fantaisistes. Un hasard qui conduit notamment à confondre un avion militaire, des ballons-sondes météorologiques, des fusées éclairantes et même la planète Vénus avec un vaisseau extraterrestre. Il n'en demeure pas moins que de telles confusions en amènent beaucoup à croire en l'existence des ovnis, malgré les explications logiques que leur opposent les scientifiques et les autorités américaines. Paradoxalement, le démenti apporté par les autorités aux atterrissages d'ovnis conforte la croyance populaire en leur existence, en raison même de la fascination qu'exercent les théories du complot sur l'opinion. L'État est souvent soupçonné d'occulter la vérité. L'affaire Roswell en est le cas typique. Roswell, c'est le haut lieu de l'ufologie. L'histoire initiale selon laquelle il s'agissait d'un ballon-sonde était un mensonge. On nous a menti pour des raisons de sécurité nationale. Une information relevant du secret défense jalousement gardée jusqu'en 1994, date à laquelle l'armée de l'air des États-Unis déclare que Roswell était non pas une sonde de météorologie, mais un ballon envoyé dans la haute atmosphère pour surveiller les essais nucléaires soviétiques. Cette révélation achèvera de convaincre les ufologues que l'État cherche toujours à cacher ce qui s'est vraiment passé à Roswell. Et là, les ufologues disent « On vous l'avait bien dit, ils mentaient, maintenant ils prétendent nous servir la vérité, mais c'est encore un mensonge ». Eh bien non, en 1947, dans le contexte de la guerre froide, c'est tout à fait plausible. C'est la désinformation qui a nourri le mystère Roswell, un mystère que le revirement des instances officielles épaissira. Cependant, il arrive même à l'armée d'isoler des phénomènes inhabituels. En 1980, les militaires d'une base aérienne située sur la côte est de l'Angleterre perçoivent une étrange lueur dans une forêt des alentours. Le colonel Charles Halt, qui dirige la base à ce moment-là, est de service quand il réceptionne un drôle d'appel de la part d'un de ses hommes. Quand le lieutenant qui faisait une ronde est entré pour voir le commandant de la base et moi-même et nous parler en privé, il était blanc comme un linge. Le lieutenant leur rapporte qu'un objet volant non identifié a été aperçu qui descendait dans la forêt de Rendlesham aux abords de la base. Le colonel Halt, accompagné d'un officier affecté à la prévention des sinistres, se rendent sur le site supposé de l'atterrissage. Ils enregistrent leurs échanges sur une bande audio en guise de preuve. Bon, pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas balayer cette zone? J'ai mis mes gants. Balayons la zone sur environ 3 mètres et traçons un périmètre tout autour en partant du coin là-bas. Tous les oiseaux et les animaux de la forêt s'étaient tus. Nous nous sommes approchés de ce site où le supposé vaisseau avait atterri. Il y avait 3 marques au sol, d'environ 4 ou 5 cm de profondeur et de 20 à 25 cm de large. Les marques, disposées en triangle, étaient espacées de 2 à 2,50 m. Prudent, le colonel Halt et l'officier de prévention des sinistres mesurent les radiations des traces à l'aide d'un compteur Geiger. Les niveaux de radioactivité se révèlent 4 fois supérieurs à la normale. C'est alors qu'une forme dans les arbres se met à bouger. Un objet d'une lumière rouge vif et noire au centre bougeait à travers les arbres. Aucun doute, il y a d'étranges flashs de lumière rouge devant nous. On aurait dit que cette chose lumineuse répandait du métal en fusion, comme de l'acier qui sort d'un creuset.
Nous l'observions stupéfiés quand elle a explosé en silence.